Donc par rapport à ça, on va rappeler un petit peu des règles de fonctionnement. Si tu peux passer. Sur ce webinaire, donc par rapport à si votre connexion le permet, d'essayer de mettre d'éteindre vos caméras et après on verra en fait ou de les allumer en fonction de ce que vous souhaitez. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas être filmé, éteignez votre caméra. De couper au plus possible vos micros pendant la rencontre. Il y aura un temps d'échange qui sera prévu à la fin du webinaire et de ne pas hésiter à utiliser le chat pour vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux possible à la fin. Donc sur ce webinaire, nous allons sur l'ordre du jour du webinaire, donc en fait, on va voir donc quelques définitions sur les filières et l'approche collective qui est possible sur les filières. On va rappeler des notions clés de l'adaptation et du changement climatique sur les filières alimentaires. On va présenter des mesures d'adaptation des différentes étapes de la filière avec des retours d'expérience et des études en cours. Et en fait, c'est pour rappeler que en fait, ce webinaire fait partie d'une cycle de, de webinaires sur les PAT, l'adaptation au changement climatique. Et le premier webinaire a eu lieu le 12 avril sur le contexte régional et le focus sur les ressources en eau. Le deuxième webinaire le 12 mai sur un focus sur l'aval des filières alimentaires et les pratiques agricoles, que tous ces webinaires sont, sont disponibles sur le site du réseau rural, excusez-moi, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et que nous allons commencer par l'introduction avec Sabine qui va se présenter pour la Chambre régionale d'agriculture. Bonjour à tous. Donc Sabine Picard, donc je travaille pour la Chambre régionale d'agriculture sur des projets de filière, structuration de filière fruits et légumes, ouais, sur une partie de mon poste. Et puis on a déjà eu l'occasion de se rencontrer au niveau du réseau régional des projets alimentaires territoriaux, puisque je suis aussi des thématiques en lien avec l'alimentation de proximité. Et notamment, je coordonne ces thématiques à l'échelle régionale avec mes collègues qui sont dans les 6 chambres départementales de la région. Pour introduire ce webinaire, il nous semblait important de rappeler ce qu'était une filière. Pourquoi? Parce qu'on en parle souvent et on utilise ce mot de différentes manières. Et on sait que derrière ce sujet, donc il y a différentes dimensions. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu tous les maillons de la chaîne qui composent une filière, et notamment parce que après, vous verrez, ils sont finalement tous concernés par les impacts du changement climatique et ils ont aussi leur rôle à jouer, voilà, pour améliorer les choses et rentrer dans des phases de transition. Voilà, donc en fait, une filière, tout simplement, on peut la caractériser par une succession d'opérations qui partent de l'amont d'une matière première qui est produite localement par un agriculteur et pour les filières alimentaires, on va dire, et puis qui va subir plusieurs stades, dont des stades, par exemple, de transformation, de valorisation, pour arriver jusqu'au consommateur final. Voilà. Donc ça, c'est une définition de la FAO. Après, on parle aussi de filières durables. Donc c'était important aussi de se le dire entre nous, puisque c'est aussi une thématique qui vous anime. Qui est là liée par ses caractéristiques de performance économique, sociale, environnementale sur les piliers du développement durable. Et en général, quand on parle de filière durable, on pense au fait qu'il faut que cette filière puisse permettre de créer de la valeur et que cette valeur soit répartie de manière convenable au niveau de tous les maillons de la chaîne. Voilà, donc
ce qu'on peut en dire de manière très simple. Après, je voulais revenir sur les différentes dimensions des filières. Donc, on peut parler donc de filières alimentaires, mais on a aussi des filières non alimentaires qui existent, et notamment des filières liées, par exemple, aux agromatériaux, qui rejoignent un peu la filière aussi agricole, parce qu'on a des producteurs qui sont au début de la chaîne, notamment, et voilà, ou des filières, par exemple, liées à l'énergie. Donc ça, c'est une chose. En région, donc on a plutôt des productions végétales, fruits, légumes, un peu de viande, des produits laitiers. Mais on a aussi quelques filières qui se développent sur les agromatériaux, et voilà, qui questionnent aussi aujourd'hui le monde agricole, mais pas que. Après, quand on parle de filières, il y a aussi une dimension géographique qui est importante. On peut représenter des filières et on va dire les gérer à l'échelle nationale. Donc, on pense par exemple aux interprofessions qui sont là pour représenter un certain nombre d'acteurs au niveau national, des interprofessions nationales. Mais après, on peut aussi avoir une dimension régionale de filières. On verra des exemples. Et aussi des filières qu'on appelle des micro-filières ou des fois des filières aussi territorialisées. On a aussi utilisé ce mot et on l'utilise encore quand elles sont vraiment ancrées à un territoire. Derrière le mot filière, on a aussi souvent un cahier des charges, ou en tout cas des engagements, des promesses qui sont derrière. Par exemple, on peut parler des filières sous SICO, qui regroupent des démarches gérées par l'État, officielles, donc notamment AOP, IGP, Label Rouge, agriculture biologique. Et puis aussi, on parle par exemple aussi aujourd'hui de filière commerce équitable, où on a un certain nombre de labels qui sont reconnus au niveau de l'État et qui impliquent des dimensions liées au commerce équitable. Quand on décrit une filière aussi, des fois, on mixe finalement les deux. On peut mixer le nombre d'intermédiaires, le périmètre géographique. Par exemple, on parle aussi dans les travaux qui nous animent de filières courtes de proximité. Vous voyez, là, on fait appel à des notions de nombre d'intermédiaires ou de périmètre géographique. Voilà. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, en fait, derrière une filière, on a plus ou moins d'intermédiaires, je viens de le dire, et les organisations qui les représentent, des fois, se limitent à quelques intermédiaires, finalement, de la filière globale. Notamment, par exemple, on a des interprofessions qui existent, on dit interprofession courte ou interprofession longue. Qui vont englober, notamment dans les interprofessions longues, aussi tout le maillon de la distribution. Donc, on adhère à ces interprofessions des représentants des acteurs de la distribution. Voilà, donc après, par exemple, on peut penser à une filière, je prends un exemple, filière qualité Carrefour. Là, c'est bien une filière qui a été mise en place par un distributeur, mais qui va bien du stade de production, des fois transformation, jusqu'à la distribution dans une enseigne. On a derrière une filière, on peut avoir des produits. Donc, vraiment, on a créé une filière pour mettre en avant un produit ou une gamme de produits, quelquefois. Donc, on peut avoir, par exemple, farine, pain. Par exemple, pour le petit épeautre IGP de Haute-Provence, on a le petit épeautre en grains, mais on a aussi la farine. Donc, on voit bien que derrière, des fois, on a aussi différents produits qui sont travaillés et souvent liés, ou en tout cas de plus en plus, à un cahier des charges qui va être défini en fonction des attentes d'un client. Donc, l'idée, c'est de faire, bien sûr, correspondre un certain nombre de critères qualité, géographique, gustatif, ou qui prend en compte aussi des pratiques environnementales, écrit, contrôlé, tracé, et qui va répondre à un besoin de client. Voilà. De plus en plus, ou en tout cas, c'est une volonté
notamment de l'État, du ministère et des acteurs économiques, de rentrer dans un cadre contractuel où on a un contrat et un certain nombre d'engagements sur la durée en termes de prix et de volume. Donc là, bon, je vous apprends peut-être pas forcément grand-chose, mais en tout cas, l'idée, c'était de remettre un petit peu des éléments clés derrière ce mot filière. Pour illustrer ça, j'ai pris 4 exemples qu'on a choisis ensemble avec les animateurs du réseau. Donc, alors là, j'ai pris un exemple qui est issu d'une étude qui a été faite dans le cadre du projet alimentaire territorial de la métropole Aix-Marseille, Provence et du Pays d'Arles, qui a été faite en 2021. C'était une étude prospective sur les filières, notamment du département des Bouches-du-Rhône. Et là, c'est un exemple de schéma qui représente la filière tomate en frais dans les Bouches-du-Rhône. Et donc là, vous voyez, on a 5 maillons qui constituent la filière. On a le maillon production, avec un certain nombre d'exploitations qui ont une typologie, qui peuvent avoir des typologies un peu différentes, hein, en plein champ, en serre hors sol. Voilà, on a des petites, des grandes, des moyennes exploitations. Après, on a le stade d'expédition qui va avoir un rôle souvent en termes de tri, de calibrage, de mise en palette ou en colis, voilà, et puis qui peut être donc réalisé soit par des expéditeurs privés ou par des organisations de producteurs, dont les coopératives font partie. Et puis après, on peut avoir aussi un stack de gros, donc là, qui est représenté par des grossistes ou des centrales d'achat liées à la grande distribution, des plateformes logistiques. On a le stade détail qui est celui des primeurs, des magasins spécialisés de type Biocoop, Grand Frais, etc., des GMS, de l'export. On a aussi des spécialistes de l'export. Et puis après, bien sûr, le stade consommation. Voilà, donc là, 5 maillons identifiés sur cette filière tomate en frais, alors ce schéma est représentatif du département des Bouches-du-Rhône. Pour compléter, donc je vous ai mis après donc un schéma qui représente les organisations de la filière tomate industrie. Donc là, c'est une organisation complètement différente. Il se trouve qu'on a un certain nombre d'acteurs qui sont dans notre région, qui la constituent. Donc voilà, mais c'est une filière nationale. En tout cas, dans ce schéma, vous verrez, on retrouve plutôt donc une cartographie des structures qui représentent la filière tomate industrie. Donc on a par exemple donc les producteurs. Au niveau de cette filière, on a principalement 4 organisations de producteurs, dont au moins 2 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Et puis, on a des industriels qui vont représenter aussi cette filière et qui sont représentés au niveau national par la FIAC, la DEPAL. Voilà. Donc, producteurs OP se rassemblent avec les industriels dans l'interprofession qui s'appelle la SONITO, donc qui est une interprofession nationale. Il se trouve que son siège est dans le Vaucluse, mais elle agit au niveau national. Et cette SONITO, elle est aussi membre de l'interprofession des fruits et légumes transformés, voilà, l'ANIFELT, qui va aussi du coup regrouper des organisations qui représentent par exemple l'interprofession du bigarreau d'industrie, qui est aussi chez nous, l'ANIBI. Bon, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, vous voyez plus un schéma des acteurs de cette grande filière tomate industrie. Voilà. Alors, troisième exemple, donc là, on va rentrer sur une filière plutôt régionale qui est assez récente. C'est le projet de filière Goupon d'ici, qui est un projet qui est né en 2017, notamment pour permettre une relance, enfin en tout cas dans l'idée de relancer la filière de blé tendre et d'arriver à une première baguette 100% sud. Donc c'est un projet qui est porté par plusieurs acteurs. Alors sur le monde agricole, donc on a notamment 3 coopératives qui adhèrent au projet, donc Durancia, Artéris Sud-Est et la coopérative agricole Provence-Languedoc. Voilà, on a 3 moulins qui aussi adhèrent au projet, et après
des artisans boulangers qui vont distribuer, fabriquer les baguettes et les distribuer dans toute la région. Donc là, sur ce schéma, il y a une centaine d'artisans boulangers, mais d'après les derniers chiffres, j'ai compris qu'ils avaient déjà doublé. Donc il y a plutôt 200 artisans boulangers qui ont adhéré à la démarche. Donc là, on est dans le cadre d'une filière régionale qui a construit un cahier des charges et on va dire une marque, voilà, qui est valorisée dans différentes boulangeries. Dernier exemple, une filière viande locale et régionale, parce que la distribution dépasse notamment le département des Hautes-Alpes, qui est le Montagnard des Alpes. Donc ça, j'ai pris un exemple, donc c'est une filière porcine qui va regrouper un certain nombre de partenaires de la production, donc notamment 7 élevages, donc ça représente une quinzaine de producteurs avec 20 000 porcs par an, qui ont défini un cahier des charges en lien avec le label CCP. Enfin, donc ça, c'est une démarche qui est gérée notamment par l'État français et par l'Europe. Il adhère aussi à une marque collective Origine Montagne. Donc ça, c'est aussi une marque collective qui a été développée au niveau national et notamment qui garantit un certain nombre d'exigences par rapport à l'alimentation des animaux, notamment sur le fait que l'origine des aliments est le plus locale. Voilà. Donc c'est les éleveurs qui font leur ration eux-mêmes à partir de produits qui sont produits sur leurs exploitations, en tout cas pour orge, blé, triticale, voilà, qui sont cultivés en montagne et voilà, qui peuvent compléter avec d'autres produits, en tout cas une alimentation sans OGM et sans antibiotiques. Voilà ce qui est derrière ce cahier des charges. Il adhère aussi à la marque Hautes-Alpes naturellement, qui est là plutôt une marque territoriale. Et il y a un projet d'IGP qui est en cours. Donc là, on rentre plus sur des valeurs et des engagements liés à l'origine et aux traditions des étapes qui vont derrière la fabrication du produit. Il travaille avec des partenaires commerciaux qui sont principalement dans les Hautes-Alpes, donc 70% et dans les Alpes de Haute-Provence, avec 70% de leur clientèle, et ils travaillent aussi avec des clients dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, qui sont des bouchers, charcutiers, salaisonniers. Ils travaillent un petit peu la restauration collective via la plateforme Échange Paysan dans les Hautes-Alpes. Et au niveau de leurs moyens d'intervention, donc les porcs sont abattus sur l'abattoir de Gap, et ils ont un atelier de découpe-transformation qui existe déjà. Et il y a un projet en ce moment en lien avec le nouvel abattoir qui prendra en compte une nouvelle salle de découpe-transformation pour s'agrandir. Donc, ils doublent leur surface. Voilà. Voilà, et ils ont une marque, voilà, une marque et un label derrière leur production. Voilà donc un dernier exemple donc d'une filière. Je voulais aussi juste un petit mot de définition sur la logistique. C'est vrai que derrière ce webinaire, on a aussi pas mal discuté sur ce qu'on appelle la logistique et ce qui est derrière. Juste rappeler qu'en fait, derrière le mot de logistique, on a vraiment plusieurs étapes, plusieurs flux et activités. On n'a pas uniquement le transport. Et donc, c'était important de le rappeler, notamment après quand on va parler d'impact. Aujourd'hui, tous les maillons des chaînes alimentaires qu'on a pu évoquer ont un certain nombre de tâches logistiques à assurer, dont le transport. Donc voilà, donc quand on parle logistique, on parle aussi de flux d'informations, de flux physiques, de flux financiers. Voilà, donc c'était juste un petit rappel. Donc pour continuer sur cette introduction, on voulait refaire aussi un petit focus et rappeler pourquoi il est important de travailler ces projets d'adaptation au changement climatique à l'échelle d'une filière, mais pourquoi ces projets sont des projets souvent collectifs et ce que ça peut impliquer derrière. Donc, on voit bien que l'enjeu d'adaptation au changement climatique dans les filières
il va se travailler soit pour répondre on va dire des cas de force majeure, mais va aussi se travailler sur du long terme et va forcément impacter le maillon de la chaîne qui nous précède et le maillon de la chaîne qui nous suit dans les choix d'organisation, de matériel, d'orientation d'activité. Et donc, il est important en fait de construire ces stratégies souvent de manière collective. Ce sont des actions qui demandent à intégrer un certain nombre de facteurs très divers. Et donc, c'est rarement une approche individuelle. Ces projets doivent être gérés de manière collective, en lien avec les acteurs économiques amont-aval, souvent aussi d'acteurs en lien avec l'innovation, la R&D, des équipementiers, les pouvoirs publics et les collectivités et les consommateurs aussi pour répondre à leurs attentes. Donc pour nous, c'était important de le rappeler. Il y a un certain nombre d'ailleurs de méthodes d'accompagnement des acteurs qui ont été déjà travaillées. Donc notamment à destination des filières. On en avait, je pense, déjà parlé, ça vous a déjà été présenté, mais je crois que ça sera rappelé. Et aussi des guides qui existent à destination des collectivités pour appréhender ces projets. Et on voit bien que ces méthodes de travail sont souvent liées à des logiques de co-construction, donc de travail collectif. Pour illustrer ça, un petit schéma juste pour montrer que souvent ces projets sont assez complexes. Donc, plus on a de participants, plus ça demande souvent de temps, d'animation, d'échange et de se mettre d'accord pour aligner les planètes, on va dire. Donc, ce sont souvent des projets de long terme. Voilà. Et puis peut-être pour finir, quand on a un projet, il va falloir qu'on trouve un bénéfice commun, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs y voient un intérêt et ne raisonnent pas seulement par sa lorgnette, on va dire, et son activité. Donc sur les filières alimentaires, bien sûr, des pratiques qui seront mises en place par exemple, l'amont vont forcément impliquer les activités d'expédition, de transformation, voire de distribution, et vice-versa, des attentes qui sont demandées par la distribution vont aussi impliquer des changements de pratiques sur d'autres maillons. Donc, il est important que les porteurs du projet, les collectifs qui travaillent sur ces sujets et les territoires qui sont concernés puissent arriver à mettre en place un cercle vertueux et avoir une vision commune et pour avoir un projet partagé. Donc, je suis allée un peu vite, mais je pense que on a bien fait le tour sur cette idée de collectif. Sabine. Du coup, on va passer à la présentation de Émilie, Chloé et Sandrine sur tout ce qui est adaptation, maladaptation, changement climatique, des ateliers de transfo. Merci. Oui, merci Laurence. On va essayer effectivement d'être rapide, concis pour laisser la parole aux présentations concrètes qui vont suivre. Donc, un petit rappel sur les impacts du changement climatique avec des chiffres généraux sur le retrait des glaciers, l'augmentation des températures, l'élévation de la mer, etc., le changement des régimes de précipitation. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que 62% de la population est exposée de manière forte ou très forte au risque climatique. Je pense que ça, c'est vraiment un chiffre qu'il faut retenir et que le changement climatique et ses impacts, ce n'est pas le futur. On utilise souvent le futur en disant il va arriver, le changement climatique va engendrer, etc. Non, c'est maintenant et c'est pour après. D'où l'intérêt vraiment de s'adapter dès aujourd'hui. On retrouve également des impacts du changement climatique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça a été présenté sur la filière agricole
c'est la slide, la diapo suivante hein, dont je suis en train de parler. Donc là, les impacts sur la filière alimentaire, il y en a côté agricole, ça a été présenté lors du deuxième webinaire par la DRAF. Donc je vous invite vraiment, si vous n'étiez pas présent, à le regarder parce que Gaël Thivet a bien montré qu'on avait entre 2019 et 2022 11 aléas climatiques qui ont engendré vraiment des impacts et des coûts économiques, intervention de l'État, de la région, etc., sur plusieurs millions d'euros pour faire face aux calamités agricoles. On voit bien qu'on a des stagnations de rendement, de la perte de production, qu'il y a une demande en eau supérieure. Voilà. Et pour rappel, les éléments de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont présentés dans les travaux du GREC Sud que vous retrouvez dans les webinaires précédents et également sur le site avec les différents cahiers. Voilà. La diapo suivante, où là, rappel de ce qui est... j'ai oublié un petit bout. Est-ce que ça va s'améliorer en 2050 ? Malheureusement non, puisqu'on n'a pas réussi à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas réussi à atténuer, donc les conséquences s'aggravent, donc nécessité de s'adapter. On voit bien que les cultures également sont impactées. Là, ce sont les chiffres de l'ONERC, et on voit bien sur les projections une stagnation assez généralisée sur les rendements. Donc, on peut passer sur la diapo suivante. Ces impacts ont un coût. Donc, France Stratégie, avec son rapport sur le coût de l'inaction, donne des ordres de grandeur. Il n'y a pas d'études précises, mais il recense déjà, ça a été présenté sur le premier webinaire, 1 milliard d'euros par an de surcoût liés à l'augmentation des aléas climatiques, et c'est plutôt des chiffres optimistes, hein, je tiens à le préciser. Un coût de l'adaptation lié à l'accroissement de l'usage de l'irrigation d'1 milliard d'euros par an également. Les conseils climatiques auprès des exploitants estimés à 150 millions d'euros par an. Un coût de renouvellement du verger, c'est un exemple, estimé à 600 millions d'euros par an. Et on peut ajouter à ces 3 milliards d'euros tout le coût de désimperméabilisation, de végétalisation, notamment si on veut lutter contre les îlots de chaleur urbains, si on veut reterritorialiser l'alimentation. Voilà, donc ça fait des coûts très importants qui montrent qu'on a intérêt à s'adapter. D'autres coûts, c'est un exemple avec les assurances. Et l'année 2022 a été une année horribilis pour les assureurs, avec un coût de 10 milliards d'euros. On peut ajouter d'autres coûts sur la maladaptation, puisqu'on voit qu'à l'heure actuelle, on continue d'investir sur des actions qui ne prennent pas en compte le climat qui change, qui sont peut-être adaptés, ils sont aussi mal adaptés, et on a 50 milliards d'euros qui sont investis sans prendre en compte le climat qui change. Donc c'est vraiment important, et ça, ce sont les chiffres de l'I4CE que vous retrouvez sur la lettre d'actu qu'on vous fait parvenir sur les plateformes collaboratives notamment, qui est assez dense et qui remonte toutes les actus de l'I4CE, par exemple. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, pour faire face à ce changement climatique, pour s'adapter, Sabine a montré un graphique de comment faire. C'est réaliser un diagnostic de vulnérabilité, c'est d'élaborer une stratégie, un plan d'action, c'est de planifier, d'anticiper, c'est d'assurer un suivi qui permet aussi de s'adapter au fur et à mesure où on voit l'évolution, d'adopter des mesures sans regret, par exemple, des mesures adaptatives. La teasing aussi sur les premiers webinaires, c'est Chloé qui vous avait présenté tout ça, dans le but d'améliorer les capacités d'adaptation, d'augmenter sa résilience. Plein d'actions qui en découlent, mais donc ça c'est issu d'une étude grâce à Beta.gouv et à l'ADEME, mais on voit bien que malheureusement, quand on interviewe en fait les différents acteurs, sur toutes s'acculturer, monter en compétences, tout ce qui est nécessaire pour réaliser toutes ces actions, malheureusement, on n'y est pas. Donc, on a vraiment besoin de s'investir pour réaliser toutes ces actions. On peut passer à la diapo suivante. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement aux impacts du changement climatique sur la filière alimentaire,
On pense effectivement très souvent à la partie production, mais on n'est pas forcément conscient qu'il y a des impacts sur le reste de la filière alimentaire, sur chaque maillon, et qu'on peut aussi s'adapter et pas uniquement atténuer. Donc sur la partie production, rappelle qu'on a des impacts tels que la rupture de la chaîne du froid, des tensions sur la ressource en eau, des restrictions qui en découlent, une demande énergétique qui est accrue, plus de pertes à la récolte et au stockage, ce qui a été présenté dans le deuxième webinaire, l'augmentation des maladies de conservation. Sur la partie transformation, également des impacts sur la ressource en eau, également dû à l'augmentation de la température dans les usines, sur les pratiques, etc. On verra comment il y a déjà des mesures qui sont prises en place dans la deuxième partie sur les solutions, puisqu'on a bien une deuxième partie sur les solutions, une variabilité d'approvisionnement et des nouvelles productions avec de nouveaux investissements qui sont nécessaires. La partie transport, logistique également impactée, avec une augmentation des coûts énergétiques, une perturbation de la circulation, un impact également sur les véhicules, sur les infrastructures et plus de pertes. Sur la distribution également, avec toujours cette même variabilité d'approvisionnement, on retrouve des impacts qui sont sur toute la chaîne, sur tous les maillons. Une variabilité, une évolution de la saisonnalité des produits, toujours l'augmentation de la consommation énergétique et une variation de la demande et des achats selon le climat. Et enfin, forcément, dernier maillon, dernier impact sur la partie consommation et consommateur, puisqu'on a une modification de la qualité des produits, qualité nutritionnelle, sucre, qualité physique, modification du goût et impact sur les prix. Voilà. Donc, pour passer à la suite, on a un intérêt à faire coïncider ces problématiques avec des solutions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles existent déjà. Donc, je laisse la parole aux personnes suivantes qui vont nous présenter tout ce qui est déjà possible de faire aux différents maillons de la filière. Merci Émilie. Donc là, on va avoir la présentation de Thibaut Limon, qui est à la région, pour nous montrer les impacts du changement climatique sur les systèmes de transport. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager mes slides. Donc, moi, je travaille à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la mission prospective. Donc, c'est une petite équipe qui est transverse au sein de la Direction générale de mobilité. Et donc, on a lancé depuis quelques années, depuis même, on va dire 2 ans, 2-3 ans, des réflexions sur l'adaptation des transports aux effets du changement climatique. Alors, je vais vous présenter très très rapidement un petit peu la manière dont on a organisé nos réflexions et puis aussi le plan d'action qui est associé à ça. Globalement, ce que nous, la manière dont on a pris les choses, c'est qu'on a considéré que les transports, ils ont besoin de 3 sous-systèmes. Le premier système, c'est des infrastructures. Donc, en région, il y a tout un ensemble de linéaires qui sont des routes, des voies ferrées, des voies fluviales avec le Rhône. Et puis tout un ensemble de nœuds connectés à ce linéaire. Donc, ça peut être des gares, fret ou voyageurs, des plateformes logistiques, mais aussi des plateformes portuaires, aéroportuaires. Donc, tout ça, ensemble, ça forme un bloc qu'on peut qualifier d'infrastructure, qui sont d'un prérequis au fonctionnement des transports, mais qui sont qu'un prérequis, et donc qui ont besoin d'avoir un ensemble de véhicules qui parcourent ces infrastructures. Donc en région, on a des millions de voitures, 3 millions à peu près, des centaines de milliers de camionnettes et de poids lourds, des trains, etc. Tout ça formant donc un deuxième sous-système de véhicules qui sont soit conduits par nous-mêmes ou soit par des entreprises. Et puis le dernier bloc, c'est le bloc énergétique. Pour faire se mouvoir ces véhicules, il faut les alimenter en énergie. Donc cette énergie, soit on l'importe, c'est le cas des hydrocarbures, pétrole notamment et puis gaz, soit on le produit sur place, ce qui est possible avec l'électricité et les bioénergies. Et puis ensuite, il y a des enjeux d'avitaillement. Et finalement, pour faire fonctionner les systèmes de transport, il y a besoin d'avoir à la fois des infrastructures fonctionnelles, des véhicules en qualité et en quantité suffisante, et puis un système énergétique en capacité, d'une part, de produire ou d'importer suffisamment d'énergie, et puis de l'avitailler auprès des véhicules. Mais on le sait aussi, il y a une bonne partie des camions et qui roulent chez nous qui partent ailleurs de la région ou qui proviennent d'ailleurs. Donc on est finalement aussi dépendant
du reste du monde, hein, que ce soit d'autres régions françaises, d'autres pays européens, voire d'autres zones mondiales, via des chaînes d'approvisionnement qui nécessitent des infrastructures de transport et des véhicules qui circulent en dehors de chez nous. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le cadre dans lequel nous, on s'est posé pour réfléchir au sujet de la résilience des transports. In fine, on sait tous que les transports n'ont aucune utilité en tant que tels, mais que les transports ne sont que des prestations de prestataires de services pour d'autres systèmes de l'économie. Et donc là, en l'occurrence, on parle du système agricole. Et donc, on sait que le système agricole, hein, et agroalimentaire repose énormément sur des flux de transport. Et que donc, vous dépendez de la résilience des transports pour assurer votre propre résilience. Donc, je vais aller très vite, mais l'idée, c'était de se dire que finalement, chercher à rendre résilients les transports, c'est s'intéresser à l'ensemble de ces sous-systèmes et pas uniquement au bloc infrastructure qui est souvent celui auquel on s'intéresse. Et donc, sur ce système de transport, composé de ces différents sous-systèmes, il y a différentes catégories de risques qui pèsent. Nous, on en a identifié 3 grandes catégories, hein, et on est bien en lien avec la littérature dans cette approche. Le point de départ, c'est donc de constater que l'empreinte écologique elle est supérieure aux limites planétaires, à l'empreinte écologique des sociétés humaines, ce qui fait qu'il y a des risques qui apparaissent et qu'une transition écologique est nécessaire pour faire passer cette empreinte sous les limites planétaires. Donc, dans les limites, on connaît tous la limite climatique, mais il y en a 9 qui ont été identifiées par le Stockholm Resilience Center, parmi lesquelles la biodiversité, le cycle de l'eau, l'artificialisation des sols, etc. Le fait qu'on est dans une situation depuis plusieurs décennies où notre empreinte écologique dépasse les limites planétaires fait qu'on est hors limite et que du coup, on constate dès à présent, ça a été dit juste avant, une augmentation des risques physiques en intensité, en fréquence. Donc les risques physiques, c'est tous les aléas climatiques, hein, qu'on a tous en tête. Donc ça, c'est une première catégorie de risques que je pense on a bien identifié. Ce sont les risques physiques. Donc ceux-là, ils augmentent en intensité, en fréquence, et ces risques, ils pèsent surtout sur les infrastructures de transport, pour le système de transport, hein. Donc nos routes, nos ports, nos plateformes logistiques sont exposées et le seront de plus en plus à ces risques physiques qui augmentent. Il y a une deuxième catégorie de risques dont on parle moins souvent, c'est ceux qu'on appelle des risques de transition. Ces risques qui sont induits par le fait qu'on va devoir imposer une trajectoire de transition à nos économies. Et en l'occurrence, pour les transports, ça se traduit par le fait qu'on va devoir ne plus dépendre du pétrole. 95% de l'énergie consommée par les transports, c'est du pétrole, hein. Pourquoi? Parce que les transports, c'est des unités mobiles et qu'il n'y a rien de mieux que le pétrole parce que c'est une énergie qui est très dense, qui est liquide à l'état qualité sous pression atmosphérique et température d'extérieur. Donc, c'est un carburant qui est très, très précieux et on va devoir s'en passer. Et le fait de s'en passer, ça fait apparaître des risques de transition que je vais vous présenter très, très rapidement après. Et puis, la dernière catégorie de risques que nous, on a identifié lors de nos échanges avec les acteurs, ce sont les risques de responsabilité. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie de risque? L'idée, c'est de se dire qu'avec l'augmentation des risques physiques et puis l'augmentation des risques de transition, il y aura probablement de plus en plus de recherche de qui sont les responsables de ces risques. Donc, un exemple très simple, hein, s'il y a une route qui se fait embarquer par un mouvement de terrain et puis qu'il y a des maisons, par exemple, ou qu'il y a des véhicules qui circulent à ce moment-là, il est possible que les usagers se retournent contre le gestionnaire pour ne pas avoir pris les mesures adéquates pour sécuriser la route. Avec une augmentation des risques physiques, ces risques-là vont augmenter. Et c'est, pour les gestionnaires d'infrastructures notamment, un risque qui est jugé comme très important et qui peut freiner un peu l'action de mise en résilience des systèmes de transport. Donc, pour avancer, le plan d'action de la région, il est organisé en plusieurs études, notamment, hein, on en est vraiment dans la phase encore de diagnostic. Un premier volet qui s'intéresse aux infrastructures d'intérêt national et régional en région. Donc, je vais vous montrer très rapidement après quelles infrastructures on va étudier, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une étude qui va être cofinancée État-région en lien avec les 20 plus grands gestionnaires d'infrastructures de la région, tout mode, les départements, Vinci Autoroute, les grands ports, la CNR pour le mode fluvial, etc. Qu'il y a eu toute une phase de cadrage qui s'est déroulée l'année jusqu'à présent et que l'étude en tant que telle commence en septembre 2023. L'idée, c'est quoi? Ça va être d'essayer d'identifier au sein du territoire régional quelles sont les infrastructures de transport qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique.
On a une deuxième étude qui est en train d'être lancée également, qui va là aussi être cofinancée État-région, qui va s'intéresser un peu à ce que je vous expliquais sur les risques de transition. C'est-à-dire que on sait qu'on va avoir besoin de transformer notre système de transport, hein, le secteur le plus émissif en France et en région, hein, 30% environ des émissions, qu'on va devoir le transformer, que ces actions de transformation vont se traduire par des actions technologiques, hein, de transition des motorisations, mais également par des actions de sobriété, par des actions de réorganisation spatiale des activités, et que tout ça, ça engendre des risques qui peuvent être liés à des ressources ressources métalliques, énergétiques, qui peuvent aussi être liés à des risques d'acceptabilité. Et nous, région, on a souhaité avec l'État s'intéresser plus en détail à ces risques qui sont encore assez peu abordés pour le moment. Concernant le bloc sur notre dépendance aux imports-exports d'autres régions, d'autres pays ou d'autres zones du monde, on a là aussi lancé une étude exploratoire, donc financement région, avec un laboratoire de l'Université Aix-Marseille. L'idée en 2 mots, c'est quoi? C'est de se dire que nous, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on dépend d'autres régions du monde via les chaînes d'approvisionnement. Et puis, du coup, on est exposé aux risques climatiques qui vont peser sur ces régions du monde. Le GIEC parle de risques interrégionaux, hein, c'est lorsque des risques climatiques qui ont lieu sur une région B, euh, via les chaînes d'approvisionnement reliant la région B à A, ont un impact sur les activités de la région A. C'est des risques qui sont assez peu étudiés, dont on est pourtant très, très vulnérable. Et donc, on a décidé de lancer une première étude exploratoire avec l'Université d'Aix-Marseille. Et puis ensuite, sur les systèmes dépendants des transports, dans un second temps, lorsque nos précédents volets auront abouti, on a l'ambition de s'intéresser justement à quelques secteurs clés très dépendants des transports, et notamment il y a le système agro-industriel. Et donc l'idée, ce serait de voir dans quelle mesure des systèmes clés de notre économie dépendent des transports et quelles actions peuvent être entreprises pour qu'ils en dépendent un peu moins. Voilà, donc je vais finir avec quelques slides juste pour vous présenter le périmètre de notre étude 1 sur donc la vulnérabilité des infrastructures de transport. Donc voilà, ça c'est toutes les routes qu'on va étudier. Il y a à la fois des routes départementales structurantes, des routes nationales. Ça c'est le périmètre pour le mode ferroviaire, hein. Donc on va étudier l'ensemble des voies ferroviaires, qu'elles dépendent du réseau ferré national ou des chemins de fer de Provence, hein, c'est la ligne entre Nice et Digne. Pour le volet fluvial, on va regarder, et maritime, on va regarder les principaux ports maritimes de la région, hein, Nice, Toulon et puis Marseille avec ses 2 bassins, est et ouest. Et puis pour le mode fluvial, on va s'intéresser aux 2 principaux ports, hein, d'Arles et d'Avignon, et puis aussi aux écluses. Il y a 6 écluses en région. Et en fait, on se rend compte que c'est principalement au niveau des écluses qu'il y a le plus de vulnérabilité à l'étiage et au changement climatique. Et puis enfin, sur le volet aéroportuaire, on va s'intéresser aux 5 principaux aéroports de la région. Un avant-dernier slide sur donc voilà les infrastructures qu'on va étudier. Quels aléas climatiques est-ce qu'on va regarder? Ceux que vous voyez à l'écran, qu'on a essayé un peu de territorialiser. Et comment ça on va procéder? On va travailler avec donc les projections climatiques de Météo France qui sont territorialisées, et en fait on va croiser la territorialisation de l'évolution des aléas climatiques que vous voyez à l'écran avec les infrastructures de transport du territoire. Et c'est en croisant ces deux-là, ces 2 éléments, qu'on pourra identifier les zones les plus critiques. Et puis mon dernier slide sur le volet 2, sur les risques de transition. Juste pour vous dire qu'on vient de finir un gros travail en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur 3 trajectoires de décarbonation des transports en région. Donc là, c'est un petit visuel. Dans ces trajectoires, on est venu activer plus ou moins fortement différents types de mesures permettant de décarboner à la fois la mobilité voyageurs et marchandises. Il y a des mesures qui relèvent de la technologie ou de l'énergie. Il y a d'autres mesures qui relèvent de sobriété, de changement de comportement, avec des baisses de vitesse de circulation, etc. Et l'idée, ça va être de donner ces 3 scénarios avec toutes les implications associées en parc de véhicules, en besoin en ressources, en énergie, etc., à des sociologues et puis des spécialistes des ressources pour qu'ils nous disent les risques associés à ces 3 trajectoires. Voilà, j'en ai fini. Je te rends la main, Laurence. Merci Thibault, merci. Maintenant, on va écouter la présentation de Yvan Deloche du CRIT agroalimentaire sur l'impact du changement climatique sur les entreprises de transformation alimentaire. Merci Yvan, à toi. Bien, bonjour à tous. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis expert environnement en CRIT agroalimentaire, qui est un centre technique
qui travaillent avec les entreprises agroalimentaires exclusivement et principalement les entreprises régionales. Alors, il va y avoir une toute petite redite, donc je vais passer très vite sur le volet constat, mais effectivement, et pour préciser, le périmètre, c'est vraiment l'entreprise, hein, parce que le diagnostic précédent très intéressant sur les transports, là, j'en parle pas du tout, et non plus sur l'amont agricole. Donc là, c'est concrètement une usine, une usine de transformation alimentaire, quels vont être ses enjeux et quelles sont ses possibilités d'adaptation face au changement climatique. Donc il y a 2 principales choses, hein, ça a déjà été dit, mais c'est la réduction de la disponibilité en eau et l'augmentation des températures, avec en particulier le phénomène épisode caniculaire. Et là, on a identifié 3 types d'impacts: des impacts sur les conditions de travail, sur les matières et les produits et sur les machines. Donc je vais commencer par ce volet-là sur les températures et l'impact sur les conditions de travail. Donc il y a des disparités, au niveau des conditions de travail, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises agroalimentaires qui travaillent sous température dirigée, donc qui déjà aujourd'hui, sont déjà climatisées ou en tout cas rafraîchies, refroidies pour des questions d'enjeux sanitaires et donc d'hygiène des produits. En revanche, dans d'autres sites industriels, on a parfois un peu le contraire, j'ai envie de dire, avec des procédés que je qualifie de fortement exothermiques, donc c'est tout ce qui est opération de cuisson, de séchage. Donc là, je vous ai mis une petite illustration avec un petit cuiseur vapeur, où là, quand on a des opérateurs qui travaillent dans ces ambiances-là, les températures peuvent, très fortement augmenter. Donc ça va à la fois les risques et dégrader les conditions de travail, ça peut aller jusqu'à la mise en œuvre du droit de retrait. Ça s'est vu sur certains sites, alors pas dans l'agro à ma connaissance, mais sur d'autres activités où il y a une température qui était trop importante, donc les salariés considéraient que ça les mettait en danger de travailler dans ces conditions-là. Alors, il y a déjà des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la situation, et je vais insister un petit peu là-dessus. Donc déjà, c'est un décalage des heures de travail, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, dans certaines unités de transformation. Ça peut être aussi, alors, isoler les bâtiments ou les procédés, il faut être vigilant là-dessus. Quand on est dans le cas de procédés fortement exothermiques, l'isolation du bâtiment n'est pas forcément une bonne idée. Donc ça, c'est le cas pour protéger du rayonnement solaire, mais on a souvent besoin d'évacuer la chaleur. Donc il faut, après notre alternative, ça va être d'isoler le procédé ou de mettre en œuvre de la ventilation additionnelle pour mieux extraire, la chaleur qui est dégagée dans les bâtiments. Après, il peut y avoir aussi des protections passives type peinture réflective qui peuvent être mises en œuvre. Je détaillerai ça sur la slide suivante qui concerne l'impact sur les produits. Parce que là, il y a quand même effectivement un impact certain, sur les produits des épisodes caniculaires avec, donc une réduction, de la durée de vie des produits parce que, bah, forcément, si on utilise du froid pour conserver les produits alimentaires, plus il fait chaud, moins, les produits vont avoir une durée de vie longue, et ça veut dire tout ce qui est produit qui était aujourd'hui stocké en ambiant, la question se pose derrière de les stocker en frais, ou en tout cas d'avoir un impact du changement climatique sur leur durée de vie. Je pense notamment, par exemple, c'est un risque qui est notamment très présent dans la filière bio, risque mycotoxine. Si plus vous avez des conditions chaudes, plus vous avez de risques de développer ce type de contaminants. On a des matières aussi qui vont rentrer plus chaudes dans les entreprises, et donc souvent, si dans certains procédés, il faut les refroidir, bah, ça va demander plus de consommation d'énergie. Ça va demander des adaptations aussi des process. Moi, j'ai eu des retours de conditionneurs de pommes, qui me disaient: «Mais quand les pommes rentrent très chaudes, finalement, il faut surtout pas vouloir les refroidir trop rapidement, parce que là, on va faire un choc thermique sur la pomme qui va faire qu'elle va mal se conserver par la suite». Donc il faut adapter aussi les process, de refroidissement de ces produits. On est sur la matière vivante. Dans les solutions, là aussi, ça va être, un décalage, alors plutôt sur un horaires de récolte quand c'est possible, c'est pas toujours évident. Ça peut être aussi de la mise en œuvre de protection solaire. On a pas mal d'entreprises encore qui stockent des produits à l'extérieur. Alors, des produits qui sont conditionnés, mais en plein air. Je pense à des fûts de conserve, par exemple, des fûts que ce soit ici, il y a beaucoup d'entreprises qui transforment des olives, des fûts d'olives, qui sont stockés à l'extérieur. Quand on est en épisode caniculaire, les températures vont potentiellement monter de manière très importante dans ces fûts-là, et du coup, ce qui peut, amener à dégrader le produit. Donc là, une des solutions, par exemple, ça va être de mettre des protections solaires.
Alors, on pense tout de suite, dire, tiens, bah, ça peut être pertinent de mettre des ombrières photovoltaïques. C'est vrai que ça fait partie des solutions qui peuvent être envisagées. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir des contraintes réglementaires. Moi, j'ai le cas d'un industriel qui voulait, voilà, protéger des produits qui sont stockés dans des fûts ou des réservoirs en extérieur et en fait, le fait de vouloir mettre des ombrières, il rentre dans une catégorie, réglementaire, on parle de la réglementation ICPE et qui amène beaucoup de contraintes pour lui. Donc voilà, c'est pas toujours si évident que ça et là aussi, c'est une adaptation éventuellement du bâti, des bâtiments qui étaient, je pense à des produits aussi en conserve où on stockait des produits finis en ambiant. Et ben, il va falloir renforcer éventuellement là l'isolation des bâtis, puisqu'on a plus d'enjeux, exothermiques, donc c'est plutôt se protéger de la chaleur extérieure. Donc là, effectivement, l'isolation du bâti est très intéressante. Je reviens sur effectivement la mise en place de peintures réflectives. Donc les peintures réflectives, ça consiste à poser principalement en toiture, mais ça peut être aussi éventuellement sur les parois, une peinture qui va renvoyer le rayonnement solaire, vers, vers le ciel et donc diminuer l'apport de chaleur. Donc là, il y a des opérateurs qui sont spécialisés dans l'application de ce type de peinture. C'est même éligible au certificat d'économie d'énergie. Et sinon, en dernier recours, ça va être la mise en place d'un refroidissement actif. Sur les machines, le principal enjeu, donc, ça va être les difficultés de refroidissement qui peut amener jusqu'à une réduction des cadences. Et tout ça, ça entraîne une augmentation des consommations d'énergie. Alors, les groupes froids sont les machines qui sont bien sûr les plus touchées. Une des solutions sur les groupes froids, ça va être de surdimensionner des condenseurs. Alors, vous avez une petite photo qui illustre ici là, chez un industriel, des condenseurs de groupe froid. Alors, souvent en industrie, ils sont assez largement dimensionnés. On va dire sur les plus gros utilisateurs de froid. C'est pas du tout le cas du secteur des grandes surfaces où en général on cherche à réduire les coûts et là, on a des échangeurs qui sont, dimensionnés au plus juste et que les exploitants, bah, doivent parfois arroser en période d'épisode caniculaire. Donc on voit bien qu'il y a une forte contrainte parce que qui dit arrosage, en période de potentiellement de faible disponibilité en eau, ça pose des gros soucis. On a observé une modification des régimes de fonctionnement. Donc maintenant, les frigoristes, quand ils calculent les machines froides, donc ils vont aller sur des dimensionnements où ils prévoient des températures supérieures à 45 degrés de fonctionnement pour permettre un fonctionnement normal. Et on peut avoir aussi des changements technologiques avec la mise en place de brumisation. Ce petit zoom qui est en bas là, vous voyez une petite canalisation avec des petites buses de brumisation qui permettent de rafraîchir l'ambiance autour de la machine. En revanche, on est, certes sur une consommation limitée, mais quand même une consommation d'eau additionnelle par rapport à l'existant, qui pose question dans les périodes de restriction des consommations d'eau qu'on va arriver. Un dernier point, c'est sur, la réduction de la disponibilité en eau. Je voulais juste faire un focus sur alors déjà, vous voyez le petit logo Minimo, là, c'est un projet qu'on a conduit parce que je ne l'ai pas dit en présentation, mais moi j'anime aussi un groupe de centres techniques agroalimentaires sur l'efficience eau et énergie dans le secteur agro. C'est un groupe national et on a mené ce projet Minimo qui donne un outil qui permet d'optimiser la réutilisation de l'eau dans les entreprises agroalimentaires parce que jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était interdit. On l'a anticipé, on va dire, au niveau réglementaire, mais maintenant, c'est quelque chose qui va être encadré. Donc il y a un décret qui a été mis en consultation là, il y a quelques semaines et qui va sortir dans les jours qui viennent pour permettre la réutilisation de l'eau. Je vais y revenir juste après et rappeler aussi qu'il y a un plan eau qui est sorti le 30 mars dernier avec la mise en œuvre, de plans de sobriété sur les plus gros sites industriels. Plan de sobriété eau qui devrait s'élargir, plus largement, aux autres entreprises agroalimentaires dans les années à venir. Et juste pour, terminer sur la réutilisation de l'eau sur la slide suivante, rappeler que donc, ça va être possible, je disais dans les semaines qui viennent, avec, on va dire 2 grandes catégories, enfin 3 grandes catégories d'eau. Les eaux qui sont, récupérées, donc issues de la matière première. Alors, on parle par exemple dans le secteur laitier ce qu'on appelle les eaux de vache, quand on fait de la déshydratation du lait, on récupère de l'eau issue du lait. On peut avoir l'eau, par exemple, ici, on a pas des gros sites laitiers, mais on a des conserves de tomates. Donc, c'est-à-dire que l'eau issue de la tomate va pouvoir être récupérée et réemployée.
Et puis après, on a ce qu'on appelle les eaux réemployées. Donc là, c'est où vous avez des procédés de nettoyage, de rinçage, dont des eaux sortent parfois très propres et qui pourraient être réutilisées sur le site. Donc l'utilisation de ces eaux va être possible, elle sera soumise à une simple déclaration auprès du préfet. Et enfin, on a le qualificatif d'eau recyclée, c'est-à-dire qu'en sortie de station, des eaux industrielles, donc on est bien d'accord qu'on ne mélange pas avec les eaux sanitaires, ce qu'on appelle les eaux vannes, les eaux issues des toilettes ou des lave-mains. Celles-ci ne seront pas possibles à la réutilisation. Mais en revanche, les eaux de procédés alimentaires, après traitement, donc les traitements, on va dire, biologiques classiques que l'on connaît aujourd'hui, mais après, pour les repotabiliser, ça veut dire éventuellement de la nanofiltration ou l'osmose inverse. Et il va être possible de réutiliser ces eaux et les réinjecter dans le process. Par contre, dans ce cas-là, on sera soumis à une autorisation préfectorale. Donc voilà, des choses qui bougent fortement et qui vont permettre aussi de pas mal alléger les prélèvements d'eau des entreprises, notamment agroalimentaires. C'était un balayage très rapide sur les impacts, mais au niveau des entreprises de transformation alimentaire. Ouais, merci Yvan. Donc maintenant, on va passer à une présentation sur les zones d'activité économique et le label Parc Plus par Fleur Chambonneau de l'Arbe. Merci Fleur. Bonjour. Du coup, je vous laisse dérouler les slides ou vous voulez que je partage de mon côté Ok, très bien. Donc, bon, je vais essayer de faire court et synthétique. Et puis, de toute façon, voilà, je suis disponible aussi pour échanger ultérieurement. Mon intervention aujourd'hui, c'est surtout pour vous présenter les dispositifs qui existent à l'échelle régionale, donc au sein de l'ARBE, pour me présenter. Donc, l'ARBE, c'est l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Hein, donc, on intervient à l'échelle régionale dans de l'accompagnement auprès des collectivités en particulier sur leur démarche globale de transition énergétique, d'adaptation, etc. Et en ce qui me concerne, je vais travailler vraiment spécifiquement sur les zones d'activité économique. Alors, on a un dispositif qui s'appelle le label Parc Plus. C'est un label qui a été développé il y a 6 ans maintenant, qui a été développé avec l'ensemble des partenaires qui sont derrière la RBE et qui vont s'intéresser particulièrement à ces sujets de zones d'activité économique. Donc, on travaille avec la région, l'ADEME, Agence de l'eau, DREAL, certains départements, des agences d'urbanisme, CAUE et chambres de commerce, etc. Bon, donc, un panel d'acteurs assez large qui fait la richesse de cet outil. Et donc, à travers le label, on identifie déjà d'une part les zones d'activité économique qui vont travailler sur la qualité de leur zone d'activité. Quand on parle de qualité, c'est qualité au sens large. C'est bien évidemment sur des thématiques très environnementales, mais c'est aussi sur des thématiques purement économiques, de stratégie, de gouvernance, de services aux entreprises comme aux salariés. Donc, c'est vraiment dans une approche très large. Et donc, sur les thématiques environnementales, on va aborder bien évidemment les enjeux d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, à l'échelle de la région, donc vous avez cette cartographie qui est là sur le slide. C'est une cartographie qui est accessible en ligne, qui est une cartographie dynamique. Donc aujourd'hui, sur cette carto, vous avez donc les 34 lauréats Parc Plus donc qui sont, comme vous le voyez, répartis sur l'ensemble des départements. Vous aurez donc le lien par la suite. Hein, j'imagine que vous transmettrez la présentation. Donc, n'hésitez pas après à aller sur cette carte et de regarder, de zoomer sur vos territoires si vous souhaitez identifier quelles sont les zones d'activité labellisées autour de vous. Au niveau des types de zones d'activité, c'est très large là aussi. On va d'une petite zone d'activité, la plus petite, qui fait 1,5 hectare, jusqu'à des gros pôles d'activité de plusieurs centaines d'hectares. De zones d'activité qui peuvent être mixtes, artisanales, avec une diversité d'activités représentées, jusqu'à des zones dédiées à des filières particulières. Alors, ça va être justement le cas, par exemple, sur les mines. Hein. On a aujourd'hui 2 mines qui sont labellisées Parc Plus, celui d'Avignon et celui de Château-Renard du Grand Marché de Provence.
Et donc, en cliquant sur ces différentes petites bulles, là, vous aurez tout le détail qui s'affiche dans des pop-up sur le côté. Vous aurez toutes les informations de présentation de ces zones d'activité, ces caractéristiques, mais aussi quelles sont les actions, justement, exemplaires qu'on a pu identifier avec l'ensemble du jury Parc Plus. Donc ça, n'hésitez pas à les regarder de plus près. Par ailleurs, donc sur le slide suivant, du coup sur ces enjeux de zone d'activité, ce que l'on peut observer, alors les thématiques d'adaptation au changement climatique, c'est essentiellement autour de la question de l'eau et de la nature, donc désimperméabilisation et renaturation, hein, ce sont donc évidemment des actions que l'on voit apparaître sur les zones d'activité et qu'on essaye d'accompagner pour qu'il y en ait davantage et qu'on concrétise un petit peu tout ça. Donc, vous avez à la fois ce qu'il est possible de faire à l'échelle, je dirais, de la collectivité, hein, sur l'espace public, mais qui, globalement, c'est 20% au mieux de la surface d'une zone d'activité, hein. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne ça aussi avec les entreprises qui sont propriétaires de leur foncier et que l'on amène évidemment à suivre le mouvement. Donc, voilà, on a des actions qui se font à la fois sur le domaine public et à la fois au sein des entreprises. Ça tourne beaucoup autour de la désimperméabilisation et de la renaturation, comme on peut le voir. Je vous ai mis quelques images pour représenter un petit peu ça. Donc voilà, je ne rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui par manque de temps. Et donc, simplement pour terminer, donc, je vous redonne évidemment le lien vers la cartographie et vers la page de notre site internet sur lequel vous aurez plus d'informations et par ailleurs mes coordonnées. Donc, en rappelant, donc aujourd'hui, on a 6 éditions d'ancienneté sur le label. Donc, il y aura une prochaine édition qui sera lancée à l'automne prochain. Donc là aussi, vous avez toutes les informations en ligne. Un document qui est le cadre de référence régional des parcs d'activité qui a été donc élaboré. Maintenant, il date de 2015, mais on est en train de travailler à une mise à jour de ce cadre de référence. C'est un document qui est téléchargeable en ligne, qu'on peut aussi vous envoyer. Donc, n'hésitez pas à m'en faire la demande, je vous l'envoie en version papier. Et donc, dans le cadre de la mise à jour sur lequel on travaille, on l'enrichit fortement de retours d'expérience justement de ces lauréats Parc Plus qui nous apportent énormément d'informations. Donc, il y a beaucoup de mises à jour à faire et d'enrichissement, notamment au regard des enjeux d'adaptation au changement climatique. Quelles sont les bonnes pratiques qui ont été développées, mises en œuvre, comment elles se mettent en œuvre, quels sont les freins et les leviers. Et l'avantage, c'est qu'on reste en région, donc des choses qui sont possibles aussi d'aller visiter et de créer des échanges concrets avec les acteurs de ces différents territoires. Voilà. Et puis, on aura d'autres actions fin d'année, voire début d'année prochaine, autour justement de l'adaptation au changement climatique pour créer des échanges concrets entre acteurs. Voilà, j'en conclus là parce que je sais que le timing est court et serré. Oui, tout à fait. Merci Fleur. Et du coup, on va continuer ce webinaire par l'impact du réchauffement climatique sur le bâtiment avec une présentation de Nicolas Guignard d'Envirobat BDM. Je vous laisse vous présenter, merci. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Guignard, donc directeur adjoint au sein d'Envirobat BDM et également référent sur les filières de matériaux biosourcés et géosourcés. Le sujet a été un petit peu évoqué et donc nous travaillons depuis plusieurs années au sein d'un groupe qui s'appelle Fibraterra à promouvoir les filières locales de matériaux biosourcés notamment et tout ce qui peut être valorisation des coproduits issus des filières agricoles. Nous allons par exemple restituer jeudi pendant le comité régional Grande Culture, une étude sur le gisement paille que nous venons de finaliser, qui sera largement diffusée, donc je pourrai la faire suivre aussi aux participants. Voilà, ça c'est un petit aparté, puisque ce n'est pas tout à fait l'objet de mon propos aujourd'hui. Alors, Envirobat BDM, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une association régionale de professionnels de la construction et de l'aménagement durable. On rassemble à peu près 300 adhérents sur toute la région.
Et nous agissons au travers de 3 grandes fonctions, celle de centre de ressources, de centre de formation et aussi de pôle évaluation, puisqu'un petit peu à l'image donc de ce que vient de présenter Fleur avec Parc Plus, nous avons développé 2 démarches de qualité environnementale, une à l'échelle du bâtiment qui s'appelle Bâtiment durable méditerranéen et avec laquelle nous avons déjà labellisé plus de 650 bâtiments, et une autre à l'échelle plutôt de l'aménagement qui s'appelle Quartier durable méditerranéen. Je vais passer. Alors, je vais répéter peut-être un certain nombre de choses qui ont déjà été dites précédemment, mais la première, bah, c'est aujourd'hui le thème qui nous rassemble, c'est le réchauffement. Et le réchauffement, bah, c'est maintenant. À l'échelle mondiale, depuis les températures de l'ère pré-industrielle, on constate déjà en moyenne, je parle sous le contrôle du GREC bien sûr, une hausse des températures d'environ 1 degré. Mais en région PACA, ce réchauffement est même plus important puisqu'il est aux alentours de 1,5 degré en moyenne et plutôt de 2 degrés dans les zones de montagne. Donc, toute la zone alpine est vraiment en première ligne du réchauffement climatique et est extrêmement impactée par ce phénomène. Et en fonction des différents scénarios du GIEC, si on se projette à l'horizon 2100, on peut avoir une hausse des températures qui serait de l'ordre de 3,4 sur un scénario, on va dire, moyennement pessimiste ou moyennement optimiste, à plus de 6 degrés pour la ville d'Aix-en-Provence. Donc, on a tous en tête la canicule de 2003. En 2003, lors de la canicule, il y avait une anomalie de température de l'ordre de plus 3,5 degrés. Donc, au regard de voilà, ce qui se préfigure pour 2100, la canicule de 2003, ça sera plutôt un été frais. Alors, quelles conséquences ça a dans le bâtiment? Bah, c'est qu'il y a des surchauffes qui apparaissent. Donc évidemment, aujourd'hui, on a affaire à des acteurs qui sont peut-être sur des typologies de bâtiments un peu particulières, hein, ça a été dit précédemment par monsieur Deloche. Mais globalement, dans tous les bâtiments, il y a une demande de froid, de rafraîchissement au travers du système actif de climatisation. Et malheureusement, les bâtiments modernes, hein, on va dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, tous les systèmes constructifs, industriels sont relativement mal adaptés, à la surchauffe d'été. Il y a eu des réglementations thermiques qui sont mises en place, hein, à partir de 74, mais elles étaient avant tout focalisées sur les consommations d'hiver et sur le confort, d'hiver, donc pour faire en sorte de limiter, les consommations qu'on peut avoir, liées au chauffage. Ça évolue. La toute dernière réglementation environnementale 2020 prend vraiment en compte le confort d'été, mais on n'est encore pas complètement optimum. Et on constate donc au niveau mondial, il y a une hausse très forte des émissions de gaz à effet de serre liées aux équipements de climatisation. Donc évidemment, ces climatisations consomment de l'énergie. Plus on en utilise, plus elles consomment. Et bien souvent, l'énergie pour produire, enfin l'électricité dont ont besoin ces équipements est d'origine carbonée. Donc en 1990, la climatisation représentait environ 6% des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. On voit que 25 ans plus tard, ce chiffre a doublé pour se situer aux alentours de 12%. Et si les scénarios climatiques, on va dire pessimistes se confirment, ce chiffre pourrait vraiment exploser et atteindre environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment à horizon 2050. Alors face, à ce constat, que faire? Continuer à installer, énormément de systèmes de climatisation. La petite illustration que vous pouvez voir est une boutade, mais malheureusement c'est un cas réel. Même s'il y a des réglementations thermiques, on va dire qu'on a des bâtiments qui, dans beaucoup de cas, sont encore mal adaptés à la gestion des surchauffes. Donc quelle stratégie mettre en place pour minimiser au maximum le besoin de climatisation? Alors, je vais les lister rapidement, puis je rentrerai ensuite un petit peu plus dans le détail pour certains. Le premier, c'est d'intervenir sur l'extérieur du bâtiment et de limiter ce qu'on appelle notamment les îlots de chaleur urbains. Donc, qu'est-ce que c'est un îlot de chaleur urbain? C'est des matériaux, des revêtements à l'extérieur du bâtiment qui vont accumuler la chaleur et qui vont la restituer ensuite sous forme de rayonnement. C'est le cas notamment avec les matériaux les plus sombres, comme le goudron ou le bitume, qu'on trouve évidemment de manière importante dans les villes. Le deuxième, c'est de limiter les apports externes, faire en sorte que le rayonnement solaire ne pénètre pas à l'intérieur du bâtiment.
Ensuite, il faut travailler sur l'enveloppe, donc sur toutes les parois opaques, ça a été dit par M. Deloche, c'est vraiment l'isolation. Faire en sorte que l'isolation de l'enveloppe soit la plus performante possible pour limiter et retarder au maximum la pénétration de l'onde de chaleur dans le bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, on produit aussi la chaleur. Ça a également été dit. Il y a parfois des processus qui sont extrêmement exothermiques, donc qui génèrent de la chaleur. Dans des typologies de bâtiments type tertiaire ou logement, ça sera moins le cas, mais on peut citer évidemment la cuisson, le four, dans le tertiaire, les équipements informatiques qui peuvent générer pas mal de chaleur. Une fois qu'on a travaillé sur toutes ces sources de chaleur, eh ben, on peut essayer, au moment le plus opportun, c'est-à-dire la nuit, d'évacuer cette chaleur. Lorsque la température nocturne baisse et passe en dessous de la température interne du bâtiment, c'est le bon moment pour essayer de ventiler au maximum, d'évacuer cette chaleur et à l'inverse, donc de faire rentrer la fraîcheur extérieure et d'essayer de la stocker à l'intérieur du bâtiment. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Au bout du compte, lorsqu'on a travaillé sur tous ces aspects, si on a encore besoin de froid, évidemment, il y a la climatisation, mais il y a aussi d'autres systèmes qui sont beaucoup plus sobres et beaucoup plus frugaux. Et puis enfin, en bout du compte, il faudra aussi vraiment réfléchir sur la possibilité d'adapter nos fonctionnements, que ça soit sur le travail, comme ça a été évoqué, avec l'adaptation des horaires, mais que ça soit aussi sur la manière d'utiliser le bâtiment, sur le niveau de confort qu'on peut attendre, et puis tout simplement, par exemple, sur la manière de s'habiller. Alors, pour illustrer vraiment cet aspect-là, il y a un terme dans le bâtiment qui s'appelle le bioclimatisme. Le bioclimatisme, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de concevoir les bâtiments en prenant compte de l'environnement extérieur du bâtiment donc dans lequel il sera construit et d'essayer d'en tirer le meilleur parti pour faire en sorte que ce bâtiment soit le plus confortable possible et le plus économe. Ça se traduit au travers de 2 stratégies différentes. Lorsqu'on parle de confort thermique, ça va être la stratégie d'hiver, faire en sorte donc de capter au maximum la chaleur du soleil pour réduire les besoins de chauffage. Mais en été, ça va être l'inverse. Il va falloir s'en protéger pour faire en sorte que ce rayonnement solaire ne contribue pas à la surchauffe à l'intérieur du bâtiment. Quelques illustrations, voilà, plus concrètes de la slide précédente. Le premier point, c'est vraiment de se protéger du soleil et de la chaleur extérieure par différents moyens. Ça va être des dispositifs architecturaux, mais ça peut être aussi le végétal. Sur la photo de gauche, vous pouvez voir donc un bâtiment qui utilise les platanes comme masque solaire. Alors en plus, les platanes perdent leurs feuilles. En hiver, ça permet de laisser passer le rayonnement et en été, ça protège du rayonnement. On peut voir aussi, pour limiter l'îlot de chaleur urbain, qu'il est intéressant d'avoir de la végétation ou aussi des revêtements clairs qui vont avoir un meilleur albédo et vont renvoyer la chaleur. Vous pouvez voir sur la droite du bâtiment des brise-soleil verticaux qui vont donc couper le rayonnement solaire. Sur les illustrations de droite, vous avez différents types de protection solaire. Ça peut être tout simplement des occultations liées avec des tissus, hein, pourquoi pas donc des voilages. Vous avez tous déjà vu dans les centres anciens des volets persiennés qui sont traditionnels dans notre région. Ça peut être des débords de toiture, donc ce qu'on appelle des casquettes qui viennent vraiment protéger lorsque le soleil est au plus haut, ou alors tout type de volets, hein, couvissants, par exemple. Deuxième point, lorsqu'on a fait le maximum, mais que la chaleur finit inévitablement par rentrer à l'intérieur du bâtiment, il faut pouvoir l'évacuer. Donc, on le fait au moment où les températures extérieures sont les plus basses, la nuit, et on met en place ce qu'on appelle des stratégies de surventilation ou de ventilation nocturne. C'est possible, même sur des bâtiments de grande taille. Vous pouvez voir à gauche une coupe sur le fonctionnement de la ventilation nocturne sur l'école Cage à Toulon, donc, où ils ont mis en place un très grand atrium pour créer un effet donc, de tirage thermique. Et grâce à des entrées en partie basse et des sorties en partie haute, on arrive donc à forcer ce tirage thermique pour augmenter les débits de ventilation. Vous avez à droite une illustration d'un ouvrant donc qui peut être activé manuellement ou qui peut faire l'objet d'une programmation et être activé automatiquement. Autre point très important qui vous parlera tous, c'est lorsque vous entrez dans une église, dans une maison ancienne ou dans une grotte, vous avez cette sensation de fraîcheur. Elle est due à quoi? Elle est due à l'inertie des matériaux lourds
qui vont, lors des périodes plus froides ou plus fraîches la nuit, stocker la chaleur et qui vont la restituer pendant la journée. Et vous allez avoir cette sensation parce que ces parois rayonnent du froid. Alors, anciennement, dans les maisons, on avait des murs très épais, en pierre ou en moellon, qui faisaient ce rôle que nous avons beaucoup moins maintenant, même si le béton, évidemment, est un matériau lourd et peut y contribuer. Donc, dans les nouvelles constructions, on peut reproduire ce phénomène, y compris en cloisonnement. Vous voyez sur la gauche des cloisons en terre crue, sur la droite des murs en béton de chambre. C'est aussi possible avec de la pierre massive. Donc, tout ce que je viens de vous présenter, ce sont plutôt des dispositifs passifs, plutôt donc architecturaux ou liés au fonctionnement du bâtiment. Mais si on a besoin de recourir à des systèmes actifs, il faut vraiment faire en sorte que ces systèmes soient le plus sobres possible. Donc, il en existe vraiment une très grande diversité. Vous avez, par exemple, en illustration des brasseurs d'air. C'est un dispositif lié au bâtiment, mais la même chose fonctionne avec des ventilateurs. Il faut savoir que notre température ressentie est impactée par la vitesse d'air. Donc, un brasseur d'air peut permettre d'abaisser la température ressentie parfois de 2 voire 3 degrés. Autre technique très connue dans notre région, c'est le pluie provençal. Historiquement, on creusait un trou dans le sol, l'air entrait, se rafraîchissait au contact du sol qui est plus froid et entrait dans le bâtiment. Il existe maintenant des techniques vraiment industrielles qui sont proposées pour garantir, sur tous les aspects hygiéniques, que l'air sera de bonne qualité. Et vous avez ensuite des systèmes de pompe à chaleur, qui sont donc des systèmes actifs, mais qui peuvent être très performants. C'est le cas notamment avec la géothermie. Il existe d'autres types de systèmes qui sont peut-être moins développés, mais comme le rafraîchissement adiabatique ou la brumisation. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce tour d'horizon, on va dire très large de ce qu'on peut mettre en œuvre dans le bâtiment pour faire en sorte de lutter contre les surchauffes. J'avais imaginé vous présenter un projet qui correspond un petit peu au type de bâtiment dont on parle aujourd'hui, qui est la ferme de Mison, située à Sisteron, qui est donc un bâtiment de vente de produits agricoles locaux, qui est porté par une maîtrise d'ouvrage qui est donc à la fois dans l'agriculture et à la fois dans la production de pain, qui illustre très très bien un petit peu tout ce que je viens de vous présenter. Donc je vais vous partager dans le fil de discussion le lien vers la présentation de ce bâtiment en phase conception, puisque donc ce bâtiment, à nous, a été évalué une première fois en phase conception. Il n'est pas encore réalisé. Donc je pense que sur un prochain webinaire, ça pourrait être vraiment intéressant de pouvoir le présenter si l'occasion se présente. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, on va passer au témoignage d'une collectivité, en fait, sur ses actions en lien avec le changement climatique. Et on a voulu faire témoigner Véronique Arfi du Grand Avignon. Donc, Véronique, laisse la main. Merci. On ne t'entend pas, tu as coupé ton micro. Merci. Donc, c'était pour commencer par bonjour à tous. Merci déjà pour les échanges jusqu'à présent qui ont été extrêmement enrichissants. Donc, j'ai choisi avec Violette Divet, qui est la chef de projet de notre PAT du Grand Avignon, quelques exemples pour illustrer en fait des thématiques. Mais je voulais en préambule expliquer que le Grand Avignon travaille vraiment sur toutes ces notions d'adaptation au changement climatique. Au travers de la réflexion sur la ressource en eau, notamment sur l'eau gravitaire qui traverse notre territoire sur la partie est au niveau de la plaine d'Avignon. C'est un vrai enjeu pour nous de maintenir l'irrigation gravitaire sur le territoire. Donc, il y a des études qui sont en cours. Et également sur la partie énergétique, puisqu'on mène actuellement aussi tout un projet de déploiement des énergies renouvelables avec cette vraie volonté de mettre face à des potentialités de production d'énergie renouvelable les acteurs qui en ont le plus besoin. Et clairement, nos acteurs économiques sont ceux qui aujourd'hui sont fortement influencés par cela. Et quand on parle d'énergie renouvelable, on le pense tant pour de l'électricité, bien entendu, mais aussi pour de la chaleur et du froid. Donc, ça fait aussi sens par rapport à tous les éléments qui ont été expliqués juste avant.
En termes d'expérimentation, en tout cas, dont je voulais vous faire part, il y a une expérimentation de logistique alimentaire qui est en cours et qui donne lieu en fait à une étude de logistique urbaine qui s'est déroulée sur la dernière année. Donc, on a pu mettre en évidence qu'à l'échelle du Grand Avignon, on a des mouvements de marchandises de l'ordre de 20 300 mouvements par jour sur la totalité du Grand Avignon que vous voyez sur la carte. Et finalement, on a 3 secteurs à forte densité de mouvements. Avignon intramuros, difficile d'accès, le Mine et le centre commercial Cap Sud qui est juste en face, et le centre commercial du Pontet qui est plus au nord. Au final, sur tous ces mouvements de marchandises, on en a près de 25% qui correspondent à des produits alimentaires. Et on a réfléchi à se dire comment optimiser finalement cette logistique du dernier kilomètre, qui pour nous est un vrai enjeu de territoire, puisque vous devez aussi être au courant des problématiques, opportunités, on peut voir comme on veut, mais en tout cas réglementaires liées au plan climat résilience qui oblige désormais des collectivités de plus de 150 000 habitants d'avoir une zone à faible émission au 31 décembre 2024. Zone à faible émission, ça mène à quoi? Ça mène à éviter, on va dire, tous les transports les plus polluants, donc on va dire les diesels. Et donc ça, forcément, dans la logistique, c'est globalement ceux qui sont le plus utilisés, notamment pour du frigo. Et donc, ça implique énormément à essayer de réfléchir autrement cette logistique urbaine. C'est pourquoi il a été décidé donc de mener une petite expérimentation sur le Mine, qui permettrait finalement d'être le point de la plateforme de stockage des produits alimentaires des exploitations du Grand Avignon. Et du Mine, il y aurait donc une redistribution sur tout le territoire. L'objectif a été travaillé pour finalement avoir une solution qui soit favorable aux producteurs de produits alimentaires, pour un coût, on va dire, maîtrisé de logistique, au détriment peut-être d'autres solutions plus intéressantes pour la collectivité. En tout cas, ce qui paraît très intéressant, c'est de tester le Mine comme point de massification des flux de produits alimentaires. Et à partir du moment où on a donc tous ces flux alimentaires qui arriveraient, on peut travailler donc avec une distribution, avec un cyclo-logisticien, la roue tourne, qui en plus s'est installé en avril 2023 sur le Mine. Chaque fois, je vous ai mis des liens vers les acteurs de notre territoire. Je vous laisserai regarder les petites vidéos lors de la réception du PowerPoint. En tout cas, l'objectif de cette expérimentation, c'est vraiment ça, c'est à partir d'un entrepôt localisé, de réaliser des opérations logistiques de courte distance, de préparation de tournée, de livraison en cargo-cycle, voilà, concernant les producteurs locaux à destination de leurs clients. Donc tout ça pour faire vraiment du B2B. Et notre objectif, c'est de tester l'hypothèse qu'on va avoir un vrai report modal vers la cyclo-logistique, qui est donc une solution viable, et vérifier que c'est une solution viable et acceptable pour tous les acteurs du Mine. Et nous, résoudre notre problématique, vous l'avez bien compris, de zone à faible émission dans une grande partie de notre territoire qui va probablement couvrir tout Avignon. Slide suivante. Donc concrètement, c'est quoi cette expérimentation? De mai, ça a donc déjà commencé à septembre 2023 parce qu'on veut absolument couvrir la période du Festival d'Avignon. Il va y avoir donc le suivi de l'activité de ce fameux cyclo-logisticien qui va donc permettre donc de voir comment ça se passe en termes de déplacement, est-ce que c'est facile en termes de circulation, comment ça se passe en termes de conduite. Et puis, on va aussi travailler sur toute la partie des clients. Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce service? Comment ça se passe auprès de la réception, finalement, de leurs produits alimentaires au travers d'une livraison en vélo. Donc, l'objectif, c'est en fin d'année 2023, savoir si on peut faire perdurer ce type d'expérimentation. Slide suivante. Deuxième exemple, c'est aussi, là, c'est la ferme de la Durette qui a expérimenté la construction d'une chambre froide et écologique.
Là encore, il y a toute une présentation en images que vous pourriez visionner sur YouTube en bas de page. Mais globalement, ils ont mis en place donc des chambres froides avec des vrais atouts environnementaux. Donc, c'est des chambres froides comme l'a présenté Envirobat BDM, hein, ossature bois, donc en pin Douglas, des isolations en balderie de Camargue, donc très bon isolant, et des groupes froids fonctionnant avec un gaz de faible pouvoir réchauffant. Et donc les performances de ces chambres froides sont importantes, hein, puisqu'il y a finalement des consommations, des réductions de consommation électrique de 60% par rapport à des chambres froides classiques. Et donc ça permet vraiment aussi de démontrer qu'il y a possibilité sur les lieux même de fermes agricoles d'avoir donc des lieux de stockage à meilleure efficacité énergétique. Dernier élément en fait d'exemple hein, de travail en animation territoriale du Grand Avignon pour justement favoriser la transformation locale intégrée. L'objectif vraiment, c'est finalement de travailler chaque fois sur les circuits courts, hein, comme on peut le voir, et le Grand Avignon s'y emploie depuis de nombreuses années. Circuits courts que l'on travaille notamment au travers de nos services déchets. Et pour développer l'économie circulaire. Et depuis 2 ans environ, on a vraiment identifié notamment les acteurs économiques qui produisaient beaucoup de biodéchets. Il y a eu des animations conjointes entre le Grand Avignon et la CCI au travers du dispositif PTSI, donc des identifications réellement de biodéchets agroalimentaires à optimiser. Et puis en parallèle, le Grand Avignon est pilote depuis plusieurs années de l'opération d'intérêt régional Naturalité, qui permet justement d'animer, on va dire, tous les acteurs en collaboration avec le pôle de compétitivité Innovalliance, qui est donc soutenu par le Grand Avignon. Et Innovalliance travaille justement sur la croissance des entreprises en faveur d'une agriculture plus durable sur toute la chaîne de production. Et chaîne de production qui intègre les filières agroalimentaires, santé, cosmétiques, parfums et arômes. Et dans ce cadre-là, on a des petites pépites sur le territoire, puisque finalement, au travers des biodéchets, on arrive aussi à trouver les gisements de demain. Donc, travailler en économie circulaire et identifier des acteurs qui ont des biodéchets, d'autres qui peuvent utiliser ces biodéchets, c'est aussi totalement s'adapter et réduire les effets du changement climatique, puisqu'on limite concrètement les transports de matières et on essaie de valoriser les matières qui sont produites localement. Et donc, on a notamment Upcycle, qui est un acteur qui transforme les biodéchets, qui recherche en fait dans les biodéchets des coproduits qui peuvent être transformés en ingrédients upcyclés pour tout type de filières, notamment agroalimentaires et cosmétiques. Et puis, on en a un autre acteur qui s'appelle ID4Tech, qui lui recherche aussi dans les biodéchets, et notamment les biodéchets déchets verts, on va dire, cette source de produits pour les transformer après une hydrolyse catalytique en prébiotiques pour l'alimentation animale. Et là encore, une fois, c'est valoriser concrètement les ressources de notre territoire pour finalement faire de la haute valeur ajoutée et permettre justement de développer aussi des technologies qui demain seront très importantes pour tous les territoires. Voilà. Merci Véronique. On va passer à une séance de questions. Merci pour votre participation, hein. Je vais corriger. S'il y a, mais je vois que dans le chat, en fait, il n'y en a pas tellement des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Et sinon, c'est pour dire qu'en fait, on va organiser une prochaine journée en présentiel, journée organisée par le réseau régional des PAT. Et en fait, si vous avez des besoins, vous pouvez remplir le formulaire
pour qu'on puisse alimenter cette journée qui sera consacrée à l'adaptation au changement climatique et surtout pour répondre à vos besoins. Donc, ça sera le 5 octobre en présentiel. Donc après, je vais inviter mes collègues du réseau régional à se mettre aussi en caméra et d'être là. Je ne sais pas, il n'y a pas de questions. Donc, et on peut clôturer sauf s'il y a d'autres questions et des remarques. Vous voulez dire un mot? Karine, Sabine? Bien. Clôture? Et bien, on va peut-être pouvoir clôturer alors. Ah oui, on vous remercie de votre participation et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous donc début octobre. Le 5 octobre en présentiel. Au revoir. Merci, au au revoir. Et merci aux participants et aux Merci. présentations. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Oui. Merci.